Avant de commencer, permettez-moi de me présenter laconiquement. Je me nomme Biro Diallo. Je suis membre de l'équipe de direction du repos Saint-François d'Assise. Donc, par la présente occasion, je tiens à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du repos Saint-François d'Assise et celle d'Infodeuil à vous exprimer le chaleureux mot de bienvenue. Donc, sur ce, avant de céder la parole à Madame de Montigny, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Alors, merci Biro pour cet accueil. Et je suis émue de vous revoir et contente. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas rencontrés depuis juin, n'est-ce pas? C'était la dernière fois. J'espère que vous avez passé un bel été. Et je voudrais vraiment, à mon tour, vous souhaiter la bienvenue et vous dire vraiment notre joie de vous savoir nombreux avec nous. On sait que ce soir, c'est un sujet quand même qui est très, je dirais, les mots qui me viennent, c'est différent, intéressant, parce qu'en matière de deuil, on se dit à l'intérieur de soi, comment est-ce que je pourrais être consolée ou me consoler, mais je ne trouve pas qu'on en parle si souvent. Alors, je suis très heureuse vraiment d'accueillir une collègue, puis je dirais une amie parce que on travaille ensemble souvent, on réfléchit sur des sujets, on s'est échangé des titres de lecture. Christine Goyette, qui est psychologue, et vous savez, c'est elle qui habituellement est sur Internet pour aider les personnes qui se connectent avec nous, que je salue ce soir. Et puis, je dirais que c'est un autre psychologue qui va nous aider à les accueillir. Il s'appelle Pierre Plante. Alors, bonsoir Pierre et merci de faire ça pour nous ce soir. Alors, je vais vous présenter, vous l'avez peut-être lu en bas, mais quand même, des fois, on aime que ce soit dit verbalement aussi, et ça me fait plaisir de le dire tout haut. Alors, Christine est une psychologue clinicienne en pratique privée dans la région d'Oka, n'est-ce pas? On peut dire? Saint-Eustache. Elle est chargée de cours au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu, elle collabore avec Infodeuil depuis janvier 2023. C'est ça? N'est-ce pas? Alors, elle nous spécifie que depuis ses études doctorales en psychologie, elle s'intéresse à la question du deuil et de la fin de vie avec, en effet, un intérêt particulier pour l'expérience de la présence à l'autre. Alors, à soi et à l'autre. Alors, le mot « présence », pour nous, nous sommes de la même approche humaniste et le mot « présence à soi et à l'autre », ces trois mots-là sont très précieux pour nous. Alors, je veux te souhaiter la bienvenue, te remercier d'avoir pensé à ce sujet qui est un sujet, je pense, en or, pour avoir lu quelques auteurs, mais j'ai très hâte de t'entendre. Et elle me disait qu'elle souhaitait que je vienne la rejoindre à la fin pour notre échange. Je voulais lui laisser toute la place, mais elle a dit « Je t'invite à remonter ». Donc, je vais accepter son invitation. Alors, je te revois tantôt. Hein? Merci beaucoup. Merci, à Jeanne. tantôt. Merci. Merci beaucoup. Bien, je vais commencer par remercier, oui, Joanne, merci pour cette belle invitation. Merci à Repos Saint-François d'Assise, Infodeuil, d'organiser ces belles soirées qui, vous allez voir, correspondent exactement aux propos de ce soir. Donc, je vais y revenir à la fin de ma présentation, mais c'est exactement le sens de ce que je vais vous parler ce soir. Je veux vous remercier également d'être vraiment présent en grand nombre. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens devant moi, mais c'est vraiment, je suis touchée, j'apprécie, puis également les gens là, qui sont connectés à la maison. Avant de vous parler du sujet de ce soir, la consolation,
Je vais prendre un instant pour vous expliquer pourquoi ce sujet-là. Comme Joanne le disait, c'est un sujet que peut-être qu'on parle moins souvent. C'est un mot qu'on entend très, très souvent. On est familier avec ce mot-là, mais on n'en parle pas autant. Puis, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça va être exactement ce que je vais vouloir vous parler ce soir. Mais d'où ça m'est venu? Pourquoi cet intérêt? En fait, dans ma pratique privée, j'ai eu la chance d'accompagner des gens en fin de vie, des gens qui allaient demander l'aide médicale à mourir, des gens qui vivaient un deuil. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait, on pourrait dire, j'ai observé plusieurs peurs qui étaient communes. Je voyais la peur de déranger. Souvent, les gens qui venaient me consulter me disaient qu'ils venaient me voir, puis qu'ils appréciaient cet espace-là parce qu'ils disaient, avec leurs proches, la famille, ils avaient peur à la longue de déranger. Donc ça, c'est une peur que j'ai beaucoup observée. La peur d'être lourd. Je vais être lourde à la longue si je pleure tout le temps. Donc, il y avait cette peur toujours qui les habitait. Puis la peur aussi que les gens se lassent de les entendre. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je remarquais. Mais donc, comment on peut se consoler quand on porte ces peurs-là? Je remarquais aussi, dans ce qu'on me partageait, c'est au niveau des réactions des proches. Donc, ce que mes clients me racontaient, c'est qu'ils avaient des proches qui se sentaient maladroits, ou ils sentaient que peut-être qu'ils les évitaient, ou qu'à la longue, ils étaient moins présents, prenaient moins de leurs nouvelles. Donc, certains qui même étaient quand même très transparents, puis leur disaient qu'ils avaient peur, ou après coup, un peu plus tard, leur disaient « j'osais pas trop venir te voir, j'avais peur d'aborder le sujet puis de raviver la douleur. » Donc, c'est une autre peur qu'on pouvait voir. Et aussi, quelque chose qu'on peut tous se reconnaître, la peur de mal faire, la peur de ne pas dire les bons mots. Donc, c'est quelque chose que j'entendais souvent. On est dans une société quand même où on est dans cette quête de performance, beaucoup de perfectionnisme. On veut bien faire les choses. Et quand vient le temps de la consolation, c'est pas quelque chose qu'on est habitué. On va en parler un petit peu plus tard. C'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Donc, c'est vraiment des peurs et des réactions que moi, j'ai constatées souvent dans mon bureau. Et aussi, je dois dire que c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir besoin d'en parler beaucoup. Donc, et c'est là où ils ont peur que leurs proches se lassent de les entendre. Il y en a qui vont pleurer aussi beaucoup. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce qu'on peut avoir l'impression que, soit moi, même en tant que psychologue, ou des fois, on a des amis, puis on les reçoit, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont tout le temps en train de pleurer, mais dans le fond, ça se peut que c'est parce que c'est avec nous qu'ils se sentent à l'aise de pleurer. Donc, il faut... Ça, on va en reparler aussi, mais ça fait partie des choses qu'on va peut-être essayer d'évaluer dans comment on peut s'ajuster à ça. Mais donc, oui, il y en a qui vont pleurer beaucoup, puis ça fait partie des réactions. Il y en a qui vont plus se refermer, qui vont s'isoler, qui ont moins besoin d'en parler ou qui vont se plonger dans le travail, qui vont plus s'isoler, même au sein avec leurs proches. D'ailleurs, je l'ai constaté, il m'est arrivé de recevoir des familles, des couples dans mon bureau, et même au sein d'une même famille, on ne réagit pas tous de la même manière. Donc, c'est quelque chose que je pouvais voir, et donc, c'est pas toujours facile de s'ajuster quand on vit le même deuil, mais on ne le vit pas de la même manière. Et puis, évidemment, il y en a qui vont justement se tourner vers des intervenants, des psychologues, des psychothérapeutes pour aller chercher de l'aide, parce qu'ils ont toutes les peurs que je nommais tout à l'heure. Alors, j'ai eu envie de démystifier tout ça. Moi, j'aime bien toujours m'éduquer, me former, puis essayer toujours, parce que je suis aussi dans cette quête un petit peu de bien faire. Donc, je voulais me plonger dans le sujet. Comment on fait pour consoler? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les bons mots? Comprendre un petit peu le sujet par rapport à tout ça. Ce que je voulais voir aussi, mais pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent si maladroit, si inconfortable? Donc,
je me suis plongée dans le sujet. J'ai fait plusieurs lectures. Mon été était consacré à toutes sortes de livres sur la consolation. Il n'y en avait pas tant que ça. Je vous en montrerai quelques-uns, j'en ai apporté avec moi. Mais bon, je me suis plongée dans des textes aussi, des lectures, pour essayer de comprendre un petit peu plus. Puis évidemment, là, j'ai pigé dans mon expérience aussi là, en clinique privée. Donc, c'est vrai qu'il y a des services, mais il reste qu'on devrait tous savoir un petit peu plus comment on peut mieux se consoler d'une part et comment on peut consoler les gens autour de nous. Parce que oui, il y a une souffrance qui est relative au deuil, mais la souffrance, ça peut toucher plein de sphères de notre vie. Donc, on peut avoir à consoler des gens même s'ils ne sont pas en deuil, mais à partir du moment où il y a une souffrance, mais je pense que ça pourra servir un petit peu dans différentes sphères. Donc, pour moi, il y avait un besoin de soit réapprendre, soit de s'éduquer, soit d'essayer de trouver des meilleures façons, autant pour moi, puis j'avais envie, parce que j'aime toujours faire ça, pouvoir transmettre, partager aussi ce que moi, je découvre et ce que j'apprends. Alors, je vais commencer par vous expliquer un petit peu la définition. Qu'est-ce que ça veut dire consolation? Et là, il faut revenir au latin et voir que la consolation, en fait, en latin, c'est consolari. Consolari, on va le séparer en deux mots. Con, ça veut dire avec. Solari, ça veut dire soulager, réconfort. Okay, donc, ça veut dire qu'on va prendre le soulagement, le réconfort, et on va le bonifier avec le mot avec. Là, avec, j'entends relation. Donc, c'est grâce à la relation avec la présence, ça vous allez voir, c'est le thème aussi de la soirée, donc je vais pouvoir aller chercher un peu de réconfort, de soulagement, mais dans la notion du « avec ». D'accord? Ensuite, ce qui va être important, vous allez voir, là, je vais beaucoup apporter la nuance là-dessus, c'est qu'il faut faire l'effort de ne pas le voir comme un résultat. On ne cherche pas un résultat, c'est un processus. Ça, c'est difficile. On est dans cette ère que je disais de perfectionnisme, de performance, on veut bien faire, puis on est souvent porté sur le résultat. Ça va nous demander de revenir un petit peu un pas en arrière puis de se concentrer sur le processus, c'est-à-dire les moyens que je vais utiliser. D'accord? Donc, c'est le but de tout ça. Ce n'est pas de supprimer, ce n'est pas un remède qui pourrait guérir. Je ne peux pas supprimer la souffrance, la douleur, mais est-ce que je peux la rendre un peu plus supportable? Il y a Faucel, un auteur que je lisais, qui disait, c'est un peu comme si on enlevait une petite couche de souffrance à une grosse couche de souffrance. Je ne peux pas la faire disparaître, la souffrance au complet, mais si je peux consoler, c'est-à-dire je vais enlever une petite couche. Alors, ce que j'ai voulu faire ce soir, j'aime bien les visuels, ceux qui me connaissent, j'aime bien les métaphores. Je voulais vous offrir des repères. Des repères, il va en avoir des visuels, mais aussi des repères pour se retrouver un petit peu. Donc, c'est sûr que c'est pas, je ne vais pas vous donner des outils, des outils concrets nécessairement, mais je vais vous amener des pistes de réflexion et des repères pour vous guider un petit peu dans la consolation. Ces repères-là, c'est, entre autres, le pont. Je vais l'appeler le pont relationnel, le « avec ». Je vais l'appeler aussi, tout le long de la soirée, mon pont consolation. Okay? Donc, le pont, c'est déjà un repère pour savoir, est-ce que je suis sur le pont? Oui, la destination, si je veux me rendre de l'autre côté du pont, ce serait de me sentir mieux, que ce soit plus tolérable. Mais la consolation en tant que telle, c'est le pont. Est-ce qu'on va aller se promener sur le pont? D'ailleurs, je pourrais même référer, si vous avez lu, il y a un des textes, je ne sais pas s'il est disponible, Joanne, sur Infodeuil, la traversée du deuil. Tu as écrit un très beau texte là-dessus et j'ai trouvé des références là-dessus. Tu nous parles d'éclairer une voie d'échappement. On a une voie sur notre pont. On veut aller éclairer. C'est ça la consolation. Tu nous parles aussi d'une voie d'apaisement, une voie VOIE. Donc, est-ce qu'on peut créer un espace aussi d'apaisement? Donc, c'est toutes des images pour comprendre que la consolation, ça s'inscrit là-dedans. Ensuite, je me suis inspirée de mon autre sujet dont Joanne parlait, qui est mon sujet d'Adam, en fait, c'est le sujet de la présence. Donc oui, j'ai étudié sur le sujet. En fait, moi, je m'étais intéressée à l'expérience de la présence chez les infirmières en soins palliatifs.
j'ai pas voulu mesurer la qualité de la présence des infirmières. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce que je voulais savoir, c'est leur expérience. Comment elles vivaient ça, hein, leur présence, la présence elle-même, la présence aux patients. Donc, mais c'est quoi ça, la présence? Puis comment on le sent à l'intérieur? Puis est-ce qu'on est capable d'être en contact? Puis à force d'écouter donc mes participantes, les infirmières, bien, j'en suis venue aussi, puis j'ai fouillé beaucoup la littérature pour comprendre c'était quoi, puis je me suis fait une petite idée de ce que ça pouvait être, la présence. Et puis je constatais aussi dans la littérature que c'est un sujet qui est abstrait, forcément, hein, c'est pas tangible, la présence, et qu'il y avait beaucoup de confusion. La présence, bon, est-ce que c'est... Il y en a qui parlaient que c'est de la pleine conscience, on va parler même d'empathie, tout ça. Donc, à force de lire sur le sujet, puis avec mes participantes, j'en suis venue, moi, à trouver un modèle hein, qui m'inspirait. Puis bon, j'ai proposer ma propre définition là, de la présence. Mais ce que je veux m'inspirer pour vous ce soir, c'est cette définition de la présence. Moi, je l'ai fondée à partir de ce qu'on appelle les 4 existentiaux de la vie. Bon, c'est un philosophe, Heidegger, hein, qui suggérait ces 4 existentiaux pour essayer d'approcher un phénomène puis mieux le comprendre. C'est quoi les existentiaux? Hein, on a leur rapport à soi, on a le rapport à l'autre, on a le rapport au temps et on a le rapport à l'espace. Donc, le ici, le maintenant. Est-ce que je suis présente avec moi-même, présente à l'autre, dans le ici, maintenant? Et c'est de ça dont je vais vous parler hein, pour construire notre pont Consolation. On veut qu'il soit solide. Puis moi, je trouvais que construire un pont sur ces 4 éléments-là, hein, vous voyez mes 4 piliers du pont, donc ça va être ça qui va essayer de me guider. Là, je vais vous guider ce soir dans les pistes pour se consoler ou consoler l'autre à partir de ces 4 repères, les 4 existentiaux. Il y en a un 5e. Quand j'ai élaboré ma définition, moi, ce que je trouvais, c'est que si on a ces 4 ingrédients-là de la présence, mes 4 piliers, j'avais l'impression qu'il y en a un 5e qui s'ajoutait. Je l'ai appelé la vacuité. La vacuité, c'est vrai que si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir que ça veut dire le vide. Donc, vous allez me dire, c'est drôle ça, le vide. Mais dans la conception bouddhiste, la vacuité, en fait, c'est un vide plein. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que si je suis pleinement présente à moi, à l'autre, dans le ici, maintenant, déjà, il y a un petit peu moins de vide, hein, parce qu'on est tout là, ensemble. Hein, donc, la vacuité, je trouvais que ça s'appliquait bien au deuil. Hein. On sait que le deuil, c'est de la tristesse, l'émotion principale. Et cette émotion-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a de la perte, il y a du manque. Hein. Et donc, il y a un vide à l'intérieur de soi. Donc, moi, je trouvais que la présence, c'était pas mal un outil qui allait être assez solide pour construire notre pont Consolation avec ces 4 repères, ces 4 piliers, et on rajouterait sur le dessus hein, nos cordes qui vont venir soutenir tout ça. Alors, je me lance. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais prendre mes 4 piliers, puis je vais m'adresser à la fois. Donc, exactement comme sur la belle illustration que Pierre a eu la gentillesse de me dessiner pour vous ce soir. Donc, je vais m'adresser à la fois à la personne à consoler, lui donner des outils pour se consoler elle-même, des outils ou des repères, des pistes, puis à la personne qui pourrait vouloir consoler quelqu'un, un proche dans l'entourage. Okay? Donc, je vous explique un petit peu le dessin. Hein. Donc, ici, on a la personne hein, qui est en deuil. On l'imagine sur son île. Elle est toute seule. Hein. Elle est tournée. Elle est du côté de, il y a le nuage. Hein, et puis, je voulais illustrer avec le petit oiseau, l'être qu'on a perdu. Hein, et donc, la personne, elle est en souffrance, elle est en deuil, elle tourne le dos. Elle est seule, elle est dans cette souffrance sur cette île. Et le réflexe, des fois, c'est qu'on a l'impression, on n'a plus trop le goût de vivre. On a l'impression qu'on voudrait rester de ce côté-là. On est même figé là-dedans, dans cette douleur-là. Et de l'autre côté, on peut être le proche, le voisin, le collègue, où on voudrait pouvoir venir rejoindre cette personne en souffrance. Puis là, il y a une petite hésitation. Hein? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne vais pas? Qu'est-ce que je devrais dire? Pas dire. Donc, c'est ce que je voulais illustrer. Hein? Donc, cette idée qu'on est chacun sur notre terre, chacun de notre côté.
Et c'est le pont, ça va être de comment, le avec, vous vous rappelez, comment on va pouvoir faire pour revenir ensemble. Et ça va être ça qui va pouvoir offrir de la consolation. Donc, je vais m'adresser avec mes 4 piliers à tour de rôle. Je vais me mettre dans la posture de la personne en deuil, puis je vais me mettre dans la posture de la personne, le consolateur ou le consolé. Alors, on commence par le premier pilier, la présence à soi. Si je souffre, je me sens inconsolable. Je l'ai dit tout à l'heure, je pourrais être tentée de rester là. Il y en a qui vont me dire dans mon bureau, qui vont, oui, même penser à la mort. Donc, il y a cette tentation d'aller rejoindre l'autre, cette tentation de rester proche. Si je reste là, mais je me sens plus en contact avec. Par contre, la douleur, elle va rester importante, elle va rester très lourde à porter, seule ici. Je peux faire des petites choses en fonction de la présence à soi. Je pourrais, première chose, je pourrais me permettre de pleurer. Pleurer, ça a l'air simple, mais en quelque part, pleurer, c'est quoi? C'est la possibilité de laisser sortir. C'est l'intériorité. À l'intérieur de moi, je souffre, j'ai de la peine. C'est l'émotion de la tristesse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le mot émotion, ça vient du vieux français qui est motion, qui veut dire mouvement. Donc, quand je pleure, les larmes qui sortent, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui bouge à l'intérieur de moi. Donc, c'est bon signe. Je préfère, en fait, je vais vous dire, là, je préfère dans mon bureau quelqu'un qui va pleurer où déjà je vois qu'il y a quelque chose qui s'exprime. C'est peut-être la première forme d'expression de la douleur, mais que d'avoir quelqu'un qui serait prostré, qui serait coincé, coupé, déconnecté. Donc, de se permettre de pleurer, c'est correct. Et ça va être déjà, je suis en contact avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et puis, voyez-le aussi, on va le voir plus tard, là, mais ça va devenir une marque de confiance. La deuxième façon, ce serait de méditer. Méditer, ce que j'entends par là, c'est juste écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Écouter, mais dans une perspective où là, je vais choisir la solitude. Donc, ce n'est pas que je me coupe à l'autre parce que j'ai trop mal, mais je vais prendre des moments où je vais aller écouter à l'intérieur. Et dans cette solitude, je vais aller voir. Parce que quand on a perdu quelqu'un, on peut avoir l'impression que c'est une espèce de chaos. Tout a explosé en morceaux, on est tout perdu dans ce qu'on vient de vivre. Puis oui, ça peut prendre des moments où je vais aller me concentrer, je vais aller écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Accueillir. Accueillir celui-là, je l'aime beaucoup celui-là. Accueillir, c'est accueillir ce qui est là, à l'intérieur de moi. J'avais suivi une formation à un moment donné, c'était Jean-Marc Barrault, qui nous avait parlé de faire un petit nid à l'intérieur de soi. Mais ça, il faut que je sois présent à moi-même pour faire ça. C'est un petit peu comme la tristesse. Le besoin, c'est comme mon petit oiseau, là. Ma tristesse, elle est là à l'intérieur de moi. Bien, est-ce que je peux lui faire un petit nid à l'intérieur de moi pour qu'elle vienne se déposer quelque part, puis que je vais pouvoir en prendre soin? Puis la tristesse, bien, c'est aussi le symbole qu'il y avait quelqu'un d'important dans ma vie. Donc, oui, ça fait mal, mais en même temps, bien, je peux me permettre de le chérir. Un autre moyen, toujours dans la présence à soi, pour la personne qui veut se consoler, c'est l'écriture. L'écriture, c'est le premier dialogue, mais c'est un dialogue dans l'intimité. Donc, je commence à exprimer, il y a les larmes qui coulent, puis là, tiens, peut-être que je peux trouver des mots, mais dans l'intimité de mon crayon. Donc, il n'y a personne qui va me censurer, il n'y a personne qui pourrait me juger. Je ne vais pas déranger personne. Je vais me permettre, que ce soit d'écrire un journal, que ce soit d'écrire une lettre à soi-même ou une lettre à la personne qu'on a perdue. Ça peut être un journal de deuil, il y a toutes sortes de façons. Ça peut être avec un journal créatif, avec de l'art. Donc, c'est toutes des manières où je vais aller le déposer. Voyez-vous, il y a toujours le mouvement. Je fais quelque chose avec l'émotion. Je ne la laisse pas à l'intérieur de moi, je lui permets de sortir. Un autre, le dernier moyen dans la présence à soi, c'est la lecture. La lecture, c'est aussi une autre façon d'amorcer un petit peu le contact. Je suis en train de poser mes premières briques de mon pont consolation. La lecture, on peut lire sur le deuil, on peut lire sur la mort, on peut lire aussi sur des livres sur la vie, des romans, toutes sortes de livres. Mais déjà, on est en relation.
parce que je suis en relation avec un auteur ou je peux être en relation avec les personnages. Hein, donc, déjà, je suis en train de m'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Je n'ai peut-être pas encore le dos complètement, là, je ne me suis pas retournée, mais de commencer à aller dans cette direction-là. Je continue. Maintenant, je me mets du côté du consolateur. Si j'ai envie de consoler quelqu'un, je dois d'abord être présent à moi. On va faire le même exercice, c'est-à-dire que je dois être connectée à moi-même. Donc, je dois être capable, moi aussi, de voir qu'est-ce que ça me fait de voir la détresse de l'autre. Est-ce que je partage aussi une détresse parce que moi aussi, je suis en deuil, ou est-ce que je suis un proche, je suis autour, puis donc, qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi? Puis d'être capable d'habiter. On va souvent parler dans la présence à soi, on va parler de la corporéité, on va parler de la maison, on va s'habiter à l'intérieur, puis on va aller voir, et j'ai besoin d'être présent. Puis présent, c'est à la fois dans mon corps et dans ma tête. Je pourrais être assise ici devant vous ce soir, puis ma tête est ailleurs, en train de me dire « Ouh, il est quelle heure, là, je suis dans les temps. » Mais vraiment être capable, dans la présence, dans un cas comme ça, de dire « Est-ce que je peux être pleinement présent à moi-même, à ma tête est toute là, dans la situation, et j'habite pleinement mon corps. » Ensuite, me permettre d'être touchée, évidemment. Et il y en a que ça va peut-être être plus difficile. Il y en a, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais c'est vrai qu'il y en a ils ont l'impression de le vivre, puis ça fait trop mal, puis ils disent « moi, je ne serais pas capable, là, c'est trop souffrant pour moi. » Donc, on va aller voir c'est quoi ma tolérance à ça. Est-ce que je peux me laisser toucher sans me laisser envahir nécessairement? On pourrait aussi parler de ce qui n'est pas toujours facile, puis ça, autant psychologue, intervenant, n'importe qui, on doit apprendre à réguler notre impuissance. Parce qu'on va être impuissant dans une certaine mesure. On ne pourra pas l'enlever, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas l'enlever, la supprimer, la peine. On va enlever une petite couche peut-être. Mais il y a quand même une partie d'impuissance. Donc, on va essayer de réguler cette impuissance-là. Tolérer que, on va peut-être même, comme je disais, raviver la peine en abordant, en étant là. Mais ça, il faut le tolérer. Et puis, tolérer aussi notre peur de l'imperfection. Ça se peut que je sois maladroite. Ça se peut que je ne fasse pas la bonne chose. C'est correct. On va se donner le droit à ça. Puis, il va falloir aussi que je choisisse de m'approcher. M'approcher à petits pas, lentement, délicatement. Ça aussi, là, c'est quelque chose que j'ai hâte de vous parler là, dans la manière. Donc, je vais m'approcher doucement, mais donc pleinement présente, je vais m'approcher. C'est un peu comme si j'allais approcher la maison de l'autre, puis j'allais me rendre à la porte. On va appeler ça le seuil. Je vais me présenter à son seuil, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer dans ce « avec », être ensemble. Je suis rendue à mon deuxième pilier. Je suis comment dans le temps? Ça se passe bien. La présence à l'autre. Je reviens dans mon rôle de consoler. J'ai besoin d'être consolée. La présence à l'autre. Si je suis en deuil, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tentant de vouloir s'isoler. C'est tentant de vouloir même me fermer parce que je suis pleine de peur ou parce que je ne suis pas à l'aise. Mais il va falloir que je fasse des petits efforts si je veux éventuellement me soulager un tout petit peu puis que ça ne soit pas trop envahissant. Les premiers efforts, ça va être d'accepter ma vulnérabilité, d'accepter qu'en ce moment, je vais peut-être avoir besoin qu'on prenne soin de moi ou je vais accepter que oui, je suis dans la peine. Ce qui n'est pas toujours facile de se montrer vulnérable puis d'accepter d'être vulnérable devant les autres. Puis je vais oser regarder. Jeter un petit coup d'œil. C'est un peu comme si je tournais l'épaule, puis j'allais voir. Qu'est-ce qu'il y a là derrière moi? Oser un petit coup d'œil. Je peux tasser le rideau, entrouvrir la porte. Et puis, éventuellement, de choisir de me tourner vers. Je n'ai pas besoin d'avancer encore, mais au moins me tourner pour me rendre un petit peu plus disponible. Quand je dis la présence à l'autre, l'autre, il y a plusieurs autres auxquels je fais référence. L'autre, ça peut être la religion. Pour certains, ça va être de revenir vers la religion qui va me permettre de retrouver un espoir. L'espoir de retrouver cet être que j'ai perdu. Ça peut être de me tourner vers la spiritualité. La spiritualité, de revenir à « mais qu'est-ce qui fait sens pour moi? » De revenir à mes valeurs, à ce en quoi je crois, à qui je suis. Donc, me tourner, revenir vers ça. Ça peut être de me tourner vers l'art.
l'art, que ce soit des peintures, que ce soit la musique, que ce soit des sculptures, toutes les formes d'art qui vous inspirent, mais déjà, je suis, comme je vous disais, comme la lecture, c'est que je me tourne déjà vers l'autre. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui me permet d'être touchée par l'extérieur. Un classique que ça, j'entends souvent dans mon bureau, qui fait du bien naturellement, c'est la nature. La nature, c'est une autre forme où je peux me tourner vers la nature. Ça va me demander de sortir de chez moi. Souvent, on le travaille. Donc, en bureau, donc d'aller marcher dans les bois, dans la nature, dans les sentiers. La nature qui est silencieuse, mais qui va être là, qui va nous faire du bien. Et puis, évidemment, naturellement, une autre personne. Donc, si c'est, ça peut être simplement un voisin, ça peut être, non, ça va. Donc, ça peut être un voisin, un proche, un collègue, n'importe qui, même si c'était un étranger. Donc, de me tourner vers l'autre et donc d'accepter de m'ouvrir un petit peu. Maintenant, si j'ai envie de consoler une personne, donc je me retrouve de l'autre côté du pont. Avant de m'approcher, on a dit qu'on va s'approcher doucement, mais avant, j'ai des petites décisions à prendre. Là, je vais m'amuser avec vous, là, je vais clarifier. Souvent, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, sympathie, empathie, condoléances, tous ces mots-là, qu'est-ce qu'on est censé dire, ces phrases-là? Puis moi, je m'inquiétais au début. Je me disais, mais est-ce que je vais dire les bonnes choses? Puis je me souviens, j'avais des fois des petites discussions avec Joanne, puis on en discutait, puis ce que j'ai compris, d'une part, c'est que ça dépend des gens. Donc, il n'y a pas vraiment des bons mots, donc ça va dépendre de la personne. Par contre, c'est vrai que si on regarde l'Office de la langue française, il y a quand même des petites clarifications à faire. Quand on parle de sympathie, ça veut dire je partage ta détresse. Je la vis avec toi. Si les psychologues, les intervenants étaient dans la sympathie, ça pourrait être plus difficile de travailler. Là, les journées seraient longues parce qu'on porterait la douleur avec nous. Donc, on est plus tendance à aller dans l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est je comprends. Je comprends que c'est difficile pour toi. Mais je ne suis pas dans la sympathie. Je peux l'accueillir, mais je ne suis pas exactement à la même place. Donc, c'est sûr que si on est avec quelqu'un qui est en deuil, on va vouloir partager notre sympathie. Alors, les mots condoléances et sympathie, je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Quand je dis mes condoléances, ça veut dire je te partage en fait tous les sentiments que je ressens, la peine, les regrets, la désolation. Donc, je te transmets toutes mes condoléances, je te partage toutes mes condoléances. Par contre, je vais dire, je te transmets ma sympathie. Je t'offre toute ma sympathie. On en a juste une sympathie à offrir, mais on peut avoir plusieurs sentiments à offrir. Donc, c'est des petites clarifications que je voulais vous proposer. Et puis, entre autres, on pourrait même aller plus loin. On pourrait parler, Christophe André, là, dans son livre « Consolation », il nous parle de la différence avec compassion. La compassion, c'est déjà, je voudrais offrir mon aide. Et la consolation, c'est la mise en action de notre compassion. Okay? Avant, je vous disais, avant de s'approcher, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Bien, je vais vouloir aussi renoncer à mesurer la peine. Ça, c'est une mise en garde qui est importante. On pourrait avoir le réflexe de voir quelqu'un qui souffre, puis on pourrait juger anodin, peut-être pas dans le deuil, là, mais quand on parle dans toutes les souffrances, on pourrait voir quelqu'un qui a une réaction, puis on se dirait, bon, je ne sais pas pourquoi, à ce point, cette intensité, mais retenez qu'une blessure, une peine peut cacher plein d'autres blessures. Et je ne les connais pas, les autres blessures, ce qui veut dire que l'intensité de la peine est peut-être l'espèce de goutte qui a fait déborder le vase. Donc ça, on veut renoncer. Parce qu'on a tendance à utiliser l'expression quand on se compare, on se console, puis bon, c'est une forme de mesurer un petit peu la peine. Donc, dans la consolation, on ne veut pas aller là. Ce qu'on veut faire, c'est offrir notre écoute, notre accueil, notre ouverture. C'est ça qu'on veut offrir. Okay? Et on va aussi résister au pourquoi.
les gens qui sont en deuil, ça, je travaille beaucoup dans mon bureau, il y a beaucoup de pourquoi. Hein. Face à la mort, on ne comprend pas, on se pose beaucoup de questions, particulièrement dans les deuils par suicide. Hein, il y a beaucoup, beaucoup de pourquoi. Donc, quand on va s'approcher, on va dire « je ne le sais pas, mais je suis là ». Hein. On ne va pas essayer de trouver des parce que, puis essayer de trouver des explications. On l'a parlé, on va tolérer notre impuissance, on va tolérer notre imperfection. Là, j'arrive avec les moyens, hein, donc je suis prête à m'approcher. La première chose dans la présence à l'autre, je suis toujours dans mon deuxième pilier, c'est que je vais offrir une présence silencieuse. Okay? Un silence habité. Habité parce que je suis présente à moi, mais je vais m'approcher avec un silence qui montre que je suis là, je suis toute là, je suis disponible, et je vais laisser l'autre briser le silence. Lui laisser la possibilité de me dire ce qu'il a envie de me dire, et qui peut choisir s'il veut parler ou s'il veut pleurer. Hein. Donc, je vais lui offrir cette présence silencieuse, non envahissante. Je peux aussi, après ça, offrir ma présence, mais avec des gestes. Avec des gestes, ben, je peux tendre un mouchoir. Tendre le mouchoir, pas pour sécher les larmes. Je peux lui dire, c'est correct, tu peux pleurer. C'est juste pour l'espèce de confort. Hein. Donc, on l'a vu, les larmes sont importantes. Donc, on ne veut surtout pas dire à quelqu'un, sèche tes larmes. C'est pas ça. Vas-y, pleure jusqu'au bout. Ensuite, je peux offrir un câlin. On est toujours dans les gestes. Je peux offrir un câlin. Je peux offrir un sourire qui est chaleureux, qui fait chaud au cœur. Je peux tenir la main si c'est confortable pour l'autre. Je peux, donc, toujours en s'assurant que c'est correct. Je peux offrir mon aide. Je peux cuisiner des petits plats et aller les porter. Je peux offrir des petites douceurs. Je peux offrir peut-être de faire du ménage si la personne, ça va. Et je vais offrir ma présence avec des mots. Je suis désolée. Hein, il y a un auteur qui nous disait, il me semble que c'est Fussell, qui disait qu'il n'y a pas de consolation sans désolation. Je suis tout cœur avec toi. Je suis là si tu as besoin. Je voudrais savoir quoi te dire. Pour l'instant, je ne sais pas quoi te dire. De quoi tu aurais besoin? Et en passant, là, toutes ces phrases que je vous nomme, c'est des phrases que même la personne a consolé, qu'elle pourrait elle aussi lui dire. Tu sais, tu peux me demander de quoi j'ai besoin, ou c'est correct que tu ne saches pas quoi me dire. On pourrait les inverser. Okay. De quoi tu aurais besoin? De quoi tu aurais envie? Je l'aime beaucoup, celle-là. Envie. On coupe le mot envie. Un peu comme si on veut ramener dans la vie. Ça se peut, hein, qu'on ait envie de rien quand on est en deuil, puis c'est correct, c'est normal. Mais peut-être que, parce qu'on m'a posé la question, je vais le laisser flotter, puis à un moment donné, je vais faire « Ah, il me semble que je mangerais du chocolat. » Hein? Puis déjà là, il y a quelque chose qui se passe. Ben, il y aura eu un petit moment de consolation, juste là. Hein? Et puis, je vais faire un clin d'œil à notre conférencière, notre invitée qu'on avait eue avant la pause. On avait eu Caroline Nélias qui nous avait fait un témoignage sur son fils. Puis, je ne sais pas si vous l'aviez vu, dans le livre, ce livre-là, un magnifique livre qui était sur son fils de 18 ans, hein, qui est décédé d'une tumeur au cerveau. Et moi, j'ai revisité ce livre et son fils Laurent nous disait une belle phrase toute simple. Ça ne doit pas être facile. Veux-tu en parler? Hein? Aussi simple que ça. J'arrive à mon troisième pilier, la présence dans le maintenant. Si je suis en deuil, il se peut que j'ai le sentiment, hein, que le temps s'est arrêté. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. On a l'impression qu'on est figé, ou il y a une distorsion. Le temps, hein, c'est plus pareil. Hein, donc, et puis, on peut être aussi, on est envahi pour nos souvenirs, on est figé en arrière, puis c'est juste ça. Hein, c'est correct. Hein, mais est-ce que, avec mon pont consolation, puis dans la présence, dans le maintenant, c'est ce que je peux me ramener un petit peu, que ce soit 1 seconde à la fois, 1 minute à la fois, peut-être 1 heure à la fois, d'essayer de faire cet effort de revenir dans le maintenant. Puis, je vais faire des allers-retours sur mon pont consolation. C'est correct, je vais revenir. Il faut revenir dans le passé. On veut savoir d'où on vient, on va y revenir. Mais essayer d'en sortir, de se remettre en mouvement. Hein, donc, puis éventuellement, bien, je vais peut-être même être capable de me projeter dans le futur, aller un petit peu plus loin, puis là, revenir, hein, dans la vie où ça bouge, en faisant toujours des allers-retours. Je peux revenir. OK?
Et puis m'ajuster au moment. Donc, ça veut dire que si en ce moment, le moment est triste, ben, je peux pleurer. Puis si en ce moment, le moment, ben, il est joyeux, ben, j'ai le droit de rire aussi. Hein? Donc, ça, c'est Anne-Dauphine Julien. C'est un autre livre que je vais vous présenter. Hein? Donc, de juste être attentif à ce moment présent, puis de jouer là-dedans. Si je suis une personne qui veut consoler, je vais devoir ralentir. Ça se peut que moi, le rythme va être beaucoup plus vite parce que je ne suis pas figée comme ça dans le passé. Donc, je pourrais bousculer. Hein, donc, on doit essayer de trouver le bon tempo, ou on pourrait dire se mettre au diapason, hein, être en harmonie. On ne veut pas aller trop vite parce qu'on ne veut pas bousculer, on veut laisser le temps. Puis, on ne veut pas aller... ne pas aller arriver trop tard parce que peut-être que la personne, elle aurait le sentiment qu'elle est passée à autre chose. Je vais le dire avec un bémol ici. Moi, j'aurais envie de dire qu'on n'est jamais vraiment trop tard, puis qu'il y a des moments où il faut même hésiter, même si c'est après. Alors, je pense que, ça, je l'ai entendu souvent, les gens ils vont me parler qu'au début, les gens sont très présents. Puis à un moment donné, oups, hein, on en parle moins. On en parle moins. Puis là, oups, on dirait que ça fait plusieurs mois, ça fait 1 an. Puis comme si les gens s'imaginent, bien ça y est, moi j'ai passé à autre chose. Pas nécessairement. Ça peut valoir la peine de prendre des nouvelles. Comment ça se passe? Surtout les anniversaires. Ça c'est un truc que j'ai entendu ici à Infodeuil, de noter la date du décès. Puis dire, ben tiens, à cette date-là, dans mon calendrier, je vais faire un coucou. Comment ça va? C'est une journée spéciale, c'est une journée importante pour toi. Donc ça, c'est une manière aussi de s'ajuster dans le temps, donc de ralentir, de freiner. J'arrive à mon 4e pilier, la présence dans le ici. Je l'aime beaucoup, le ici, parce que je pense que c'est le plus important. Je vais prendre l'exemple de Anne-Dauphine Julien, qui a écrit un livre sur la consolation. Donc, c'est une maman, je ne sais pas si vous connaissez le livre, c'est une maman qui a perdu ses 2 petites filles d'une maladie infantile. Donc, elle était évidemment une maman inconsolable et ce qu'elle observait, c'est que ce n'était pas facile pour les gens autour d'elle, elle ne savait pas trop comment. Donc, elle a écrit un beau livre puis qui explique mais comment vous pouvez mieux consoler puis comment, en tant que consolé, on peut guider les autres. Et elle a donné cette image que je trouve fabuleuse. Elle dit, quand j'étais petite, je suivais des cours de théâtre. Puis, le professeur, ce qu'il faisait, c'est que pour le temps qu'on apprenne notre rôle, elle collait un X au sol. Donc, on se mettait sur le X le temps qu'on apprenne notre rôle. Puis, à force d'être plus confortable dans notre rôle, on n'avait plus besoin du X. On savait exactement où est-ce qu'on était censé se tenir les uns des autres. Le drame, c'est que dans la consolation, on n'a pas de X au sol. On ne peut pas se fier là-dessus. Il faut le chercher, ce X-là. Et ça, c'est le rôle à la fois de la personne qui a besoin d'être consolée, de guider les autres. Là, tu es trop proche. Là, tu es trop loin. Peux-tu te rapprocher? Mais pour ça, il faut que je sois tournée vers elle puis que je me mette en possibilité d'être en présence avec l'autre. Et c'est la même chose pour la personne qui veut consoler, de retenir que, oui, je vais peut-être être maladroit des fois, mais je vais m'ajuster. L'important, c'est que je reste là, que je n'évite pas, que je ne me sauve pas parce que j'ai peur d'être maladroit. Puis cherchons ensemble, il est où le X? Où est-ce que ça va être confortable pour nous deux? Dans le ici, je veux aussi faire la nuance. Ici, oui, on pourrait penser que c'est l'espace, mais ce n'est pas juste l'espace d'une pièce, c'est l'espace d'une relation. Dans la relation, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en sécurité? Donc, c'est vraiment de voir. Il y a peut-être des gens avec qui on va se sentir à l'aise de pleurer, puis des gens avec qui on ne se sentirait pas à l'aise. Donc, de voir ça comme même une marque de confiance. Est-ce que je peux offrir mes larmes à quelqu'un? C'est une belle marque de confiance. Donc, dans cette relation, ici, est-ce que je me sens assez en sécurité pour être vulnérable, puis soit pleurer ou soit aborder ma perte. C'est ce qu'on va appeler la juste distance, la juste proximité. Donc, il faut la chercher. Anne-Dauphine va nous dire là, qu'elle est toujours à refaire et toujours à se réajuster. J'espère que je suis correcte dans le temps. Ça va. Mon dernier pilier, je vous avais parlé de la vacuité. Là, ça va être difficile, mais je vais essayer de le faire avec un micro dans les mains, c'est pas facile. Je vous disais, la vacuité, c'est la connexion de
tous les ingrédients, tous les piliers. J'ai une autre métaphore. En fait, c'est exactement, je vous ai amené mon tricot. Vous savez, je vais essayer de faire ça, c'est pas facile. Si j'ai juste une balle de laine, je ne pourrais pas faire grand-chose avec, sauf si, avec le temps, puis des efforts, puis de la patience, du travail, je vais peut-être réussir à faire quelque chose. C'est la même chose avec le tricot. Puis on pourrait même penser que la balle de laine, c'est un petit peu comme la boule au ventre, c'est la boule dans la gorge. D'accord? Donc, quand je tricote, là, j'aurais aimé ça tricoter devant vous 2 rangs, mais j'aurais pas, 2 rangs, c'est beaucoup, mais plus quelques mailles. Mais vous comprenez que c'est ça la consolation. C'est que ça va me prendre de la laine, ça va me prendre une aiguille ou un crochet. Puis au début, je vais faire une maille. Puis après ça, je vais faire 2 mailles. Puis les mailles, au bout d'un certain nombre de mailles, je vais avoir ce qu'on appelle un rang. Mais ce n'est pas encore réconfortant, là, tout ça. Là. Je ne vais pas pouvoir m'envelopper avec. Il va falloir de la patience, de construire plusieurs rangs jusqu'à ce que j'arrive à pouvoir m'envelopper, qu'il soit confortable et réconfortant. Donc, c'est une image que je voulais vous laisser dans... C'est un peu ça, la consolation. Ça n'arrivera pas comme ça, mais est-ce qu'éventuellement, il y en aura assez de fait de tricoter pour que ce soit apaisant, que ça enlève une couche? Ça se peut qu'il y aura toujours cette souffrance, mais elle va être moins envahissante à l'intérieur de moi. Est-ce que je peux savoir il est quelle heure? Parce que j'ai encore un petit peu... Ah, excellent! Yeah. Je veux résumer, puis il y a un autre peut-être élément que je veux aborder. Ah, je ne vous ai pas dit, mais c'est la même chose avec le tricot. On doit s'ajuster. S'il y a des tricoteurs, vous allez savoir que si on tricote trop serré ou qu'on tricote trop lousse, ça ne marchera pas toujours. Donc, des fois, ça prend de la pratique. Ça m'est arrivé souvent de défaire au complet mon tricot puis de le recommencer parce que ça ne se tient pas bien. Donc, on doit essayer de trouver la bonne tension. Mais c'est la même chose dans la consolation. Est-ce que je peux travailler à trouver cette bonne tension, ce bon rythme? Okay, je vais juste rajouter ce petit détail. Pour résumer, finir la partie du pont. Consoler, je l'ai dit, ce n'est pas faire disparaître la souffrance. C'est offrir du réconfort avec notre présence, soit à soi, soit à l'autre. C'est tenter d'enlever une petite couche de la souffrance à la grosse couche de souffrance. C'est chercher le bon moment et chercher le bon endroit. Bon endroit qui peut être la bonne relation avec qui je vais pouvoir me sentir bien. C'est, je l'ai dit, oser se montrer vulnérable. En fait, c'est quand on est vulnérable, c'est là qu'on devient semblable. Donc, on peut avoir l'impression que, mais je suis qui, moi, pour consoler? Je suis peut-être pas, je suis éloignée de ça, ou si on n'a pas vécu de deuil dans notre vie. Mais quand on touche à la détresse, on a tous vécu des souffrances dans notre vie, et c'est là qu'on devient semblable. Puis, quand on est vulnérable, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas dire les bons mots, bien, on est en quelque part à la même place. C'est aussi s'éduquer. Je vous en avais parlé au début, ça commence par soi. Ça commence par, est-ce que je participe à des rencontres? Je vous ai dit, Infodeuil, pour moi, ça constitue un petit peu. Ça rentre dans cette lignée d'un pont consolation. C'est participer à des rencontres, c'est lire, c'est trouver des manières donc, de voir mais comment je peux toujours m'améliorer pour m'ajuster. Je voulais avoir un petit peu de temps pour terminer avec un message plus large. On a parlé avec Joanne au début c'est pas un thème qui est commun. Puis c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que la consolation, on n'en parle plus? Ça aussi, je me suis plongée dans mes lectures et essayé de comprendre. En fait, vous savez, la consolation, ça ne date pas d'hier. En fait, ça fait plus de 2500 ans qu'on parle de consolation. Les premiers philosophes parlaient de consolation. Socrate, Platon faisaient référence à la consolation. Dans la Bible, il y a des références. Je pense que le livre de Job, c'est un texte qui parle spécifiquement de la consolation. On a eu aussi, en l'an 524, il y avait
Boès. C'est un livre qu'on trouve encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai amené une copie. Donc, Boès avait écrit le livre « La consolation de philosophie », qui est un livre vraiment sur la consolation. Donc, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on en parle. C'était un genre littéraire, c'était vraiment une façon d'écrire. C'était une rhétorique. Il y avait même des gens qui enseignaient la consolation. C'était un art de parler. Il y avait des lettres qu'on appelle des lettres épistolaires. Il y a des ouvrages même qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est des lettres de consolation qui étaient écrites par des auteurs connus à l'époque. Bon, Freud en a écrit, je pense que des auteurs comme Gustave Flaubert, Baudelaire, donc, ce genre de personnages très publics qui ont écrit des lettres entre eux, ils s'écrivaient pour se consoler. Puis c'était qui allait maîtriser cet art de la consolation. Pourquoi? On le voyait plus parce que le deuil était public. Avant, il n'y a quand même pas si longtemps, on avait tendance à veiller les morts à la maison. Toute une communauté se déplaçait. On était moins seuls. On pleurait publiquement. On portait du noir, beaucoup plus. Puis le noir, oui, ça signifiait qu'on est en deuil, mais pas que ça. Ça dit aux gens, je suis en deuil, mais ça veut aussi dire, prenez soin de moi. C'est ça que ça veut dire, en quelque part. On célébrait ensemble. On célébrait ensemble, donc on se réunissait ensemble. Il y a un des textes que j'ai trouvé, Martin Ulrich, qui a fait un beau texte sur la consolation, puis justement l'évolution. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que la consolation, en fait, elle témoigne du seuil de tolérance d'une société vis-à-vis du deuil. On sait que la mort, elle devient de plus en plus taboue. On sait que le deuil devient de plus en plus privé. Il y a une perte de rituels. Il y a une perte des signes apparents du deuil, comme porter le noir. Je dirais que même en qu'à penser aux funérailles, la pandémie, c'est venu transformer ça. Combien de gens n'ont pas eu de funérailles? Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ont dû porter seuls, en privé, le deuil. Et puis, vous êtes certainement plusieurs parmi nous ce soir, puis ça ne devrait pas arriver de porter seul. C'est trop lourd à porter, cette souffrance-là. Donc, moi, c'est pour ça que je voulais parler de consolation, parce que j'ai envie qu'on travaille, qu'on devienne des architectes relationnels, qu'on se mette à construire des ponts consolation, qu'on essaie de travailler ensemble, que ce soit plus juste de l'ordre de l'individuel, mais que ça devienne un peu plus du collectif. Et qu'on a des piliers. Ça commence par soi, oui, mais que ça ne se fait pas tout seul. C'est ça, consolation, c'est avec. Oui, on a des thérapeutes, on a des psychologues, on a des intervenants, mais ça devrait être la responsabilité de tout le monde, qu'on apprenne, qu'on trouve des manières ensemble. Et là-dessus, moi, j'ai découvert l'année dernière, il y a une espèce de mouvement mondial, en fait, ça s'appelle les communautés compatissantes. Et ces mouvements-là, en fait, c'est au sein des communautés s'organisent des mouvements pour s'accompagner ensemble dans le deuil. Donc, c'est des gens qui, ensemble, organisent, que ce soit des groupes ou des moyens de se réunir pour se soutenir. Et c'est drôle parce que ce matin même, j'ai un exemple de ça. Ce matin, j'ai reçu une invitation, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'invitait à venir faire un podcast. Je pense que je peux la nommer parce qu'elle est quand même sur YouTube et elle a tout créé son site web. C'est « À ton chevet ». Donc, je ne connaissais pas ça. Puis, elle m'invitait à aller parler sur le deuil. Puis, quand j'ai fouillé, elle est dans la même ville que mon bureau. Puis, c'est une intervenante. Une intervenante, c'est une artiste qui offre ses services pour accompagner. Puis, elle s'est dit, tiens, moi, je veux faire ça. Moi, je trouve, puis elle travaille avec, je pense, Cercan, puis c'est une bénévole. Puis, elle s'est dit, pourquoi je n'organiserais pas ce genre de service où je vais recevoir des gens qui vivent un deuil, puis on va en parler ensemble. Puis, des fois, ça fait du bien d'entendre d'autres personnes qui sont en deuil, puis de se reconnaître là-dedans. Donc, c'est ce genre de petite initiative-là que je trouve que ce serait le genre de pont consolation. Et c'est là où je veux remercier Infodeuil, Repos Saint-François d'Assise, parce que je pense que ces rencontres-là, comme ce soir, c'est une opportunité d'une communauté compatissante où, ensemble, on est en train de faire un pont consolation, on est ensemble. Donc, c'est ce que je voulais vous laisser, en quelque part, là, comme message.
il y a ce besoin de trouver du sens. Puis ça, je veux vraiment... J'ai souvent des clients, quand ils cheminent dans leur deuil, sont rendus un petit peu plus loin sur leur pont. Puis ça arrive souvent qu'ils vont me dire, « Tu sais, Christine, là maintenant, je veux donner au suivant. Ça fait plus de sens. Ah, c'est superficiel. Là. Maintenant que j'ai connu cette perte-là qui fait trop mal, là, je ne peux plus retourner à mon travail et juste faire ce que je faisais. » Ça, je l'entends souvent, là, souvent. Puis là, je cherche des manières. Puis Caroline, à la conférence, elle nous l'avait parlé, elle est en train de faire une formation pour aider des personnes en deuil. Donc, ça fait partie de toutes ces possibilités. Puis, je vais terminer en vous disant que, dans le fond, un petit peu pour résumer, c'est toujours enlever cette notion de pression, la pression qu'on peut se mettre. On n'a pas besoin de devenir des Mozart ou des Beethoven, là, puis de se mettre à composer des magnifiques symphonies. Hein. Donc, même moi, hein, j'ai été maladroite ici et là ce soir. Puis, ben, l'important, c'est que ce que je voulais, c'est que si vous pouviez repartir avec une chose ce soir, que ce soit quelques piliers ou l'idée de mon pont consolation, ben, j'aurais peut-être contribué un tout petit peu par rapport à ça. C'est donc un pilier à la fois ou une maille à la fois. Qu'on ne la porte pas seule, cette souffrance. Donc, je veux vous remercier. Pendant que Joanne s'installe, je veux rajouter que cette période d'échange qui va commencer, elle est vraiment importante pour moi aussi, parce que le contenu de ce que je vous ai présenté ce soir, moi, j'ai l'intention d'en faire un texte. J'aimerais éventuellement qu'il soit disponible, si possible, sur InfoDeuil, qui pourrait peut-être être disponible aussi comme les beaux textes de Joanne qui sont à l'avant. Donc, ce que vous allez partager ce soir, mais c'est précieux pour moi parce que vous allez peut-être me permettre de bonifier ce contenu. Donc, vraiment, je suis prête à entendre ce que vous avez à dire puis à partager, puis si ça peut m'aider à bonifier ce que je pourrais partager par la suite par écrit. Merci infiniment. C'était très inspirant et je dirais qu'il y a comme un fil conducteur qui est la créativité, se fier un petit peu sur ce qu'on va être capable de créer ensemble dans la rencontre avec l'autre. Oui. Et moi, je m'apercevais quand je faisais beaucoup d'accompagnement auprès des personnes en deuil, en effet, il y a un malaise, on ne sait pas comment on va pouvoir trouver un mot, un geste, une présence qui peut consoler. Et un jour, j'ai dit, parce que je trouvais ça important de parler de ne pas tomber dans la performance avec le bon mot, essayer de vraiment tout trouver ça. Juste se faire confiance et dire que ça monte intérieurement tout d'un coup. À force d'être présents ensemble, il y a quelque chose qui monte de l'intérieur. Et puis moi, en tout cas, je me disais, ça m'étonne moi-même d'avoir dit ça. C'est comme s'il y a un mot qui surgit, qui se fabrique pendant qu'on est ensemble dans la présence. Alors, c'est pas qu'on est en train de pas écouter puis qu'on est en train de dire qu'est-ce que je vais lui dire. C'est beaucoup plus une posture intérieure où on se dit, tiens, on va être dans le silence pendant un temps. Je vais être à l'écoute de tout ce qui va se passer. Et on dit à la personne, est-ce qu'il y a un mot qui te vient à l'esprit? Puis à partir de ce mot-là, on se met à créer, comme on a cette belle illustration, un pont pour la rencontre. Mais ce que j'aime dans l'accompagnement des personnes qui souffrent, c'est de voir qu'il y a une co-construction, c'est le mot qu'on utilise en psychologie souvent, pour dire qu'on est en train, j'aime beaucoup le mot architecte, parce que je dis, la psychologie, c'est de l'architecture aussi. On est en train d'essayer de solidifier nos piliers. On est en train de
comment dire, bâtir de nouvelles pièces dans la maison, d'éclairer les espaces. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la construction, de la création, la créativité. Et je crois que si on se fait confiance, juste de dire, oui, je me sens impuissante, mais c'est la puissance de la rencontre qui va faire que ça va bien se passer. Hein? Alors, moi, je crois qu'on devrait en profiter parce que je sais que ces rencontres qu'on a les lundis de chaque mois, elles nous sont précieuses et tu nous as proposé un sujet ce soir qui va nous apporter à long terme aussi beaucoup de réflexion, le goût de lire là-dessus. Et puis, quand je voyais le beau tricot, je me dis, ça, c'est enveloppant. Et moi, je serais portée à faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, sans savoir trop qu'est-ce que le tricot va donner. Mais c'est un peu ça. Alors, c'est un sujet enveloppant, donc les métaphores, elles sont très, très belles. Déjà, si vous aviez quelque chose à apporter ici, à dire, à déposer par rapport à... Vous avez trouvé ça difficile de ne pas être consolé, ou au contraire, vous aviez besoin tellement d'espace et surtout pas de consolation dans les premiers temps. Tout ce que vous auriez envie de dire sur ce beau thème de ce soir, peut-être que aussi vous avez tenté d'aider des amis et qui disent parfois, écoute, moi j'ai besoin de solitude, je voudrais pas que tu m'appelles avant 6 mois. On entend ça parfois. J'ai ma sœur qui avait perdu son mari et qui disait j'ai de la peine parce que les gens essaient de m'aider, de me consoler, mais j'ai pas envie d'entendre ça maintenant. Ça fait que tu en as parlé. C'est le timing aussi. Oui. Et puis de se dire c'est pas le moment et ça viendra une autre fois. Donc on s'impose pas. Et ça aussi c'est très important. Hein? On le sait comment ça fait du bien d'essayer juste de peut-être tâter le terrain, mettre un pied sur le pont. Et puis, si on voit que ce n'est pas le bon moment, il faut savoir repartir, puis dire, je me reprendrai. J'ai eu une amie, très bonne amie, qui m'a dit, j'ai trop de peine, je ne suis pas capable de la partager avec personne. Elle a mis 1 an avant de me rappeler pour me dire, ça y est, je suis prête. Et donc, des fois, c'est pas tout de suite non plus hein, qu'on peut le faire. Ça, c'est intéressant. Peut-être qu'on voudrait savoir, hein, Christine, comment les gens ont vécu ça, des moments de consolation, si c'est venu trop tôt, trop tard, si ce n'est pas venu, si vous avez trouvé ça vide ou au contraire envahissant. Ce serait intéressant un petit peu de voir vos expériences. Si vous osez lever une main, vous savez, après ça, vous allez voir, il y a une 12aine de mains qui se lèvent et puis on est partis ensemble pour un beau voyage. Oui, on a quelqu'un là-bas. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma première soirée ici. Puis je vous remercie vraiment. Parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai perdu mon père. Et pour répondre à votre question, le timing est tellement important parce que dans mon cas, moi, et je ne sais pas si c'est pour... c'est la même chose pour vous, quelqu'un d'entre vous, mais je viens d'une famille nombreuse et on a tendance à vouloir aider tous et chacun le plus qu'on pouvait. Puis chez nous, culturellement parlant, la performance est tellement importante. Alors, on voulait toujours essayer de consoler alors que c'était peut-être pas le moment approprié. Et ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse
finalement trouver le moment où est-ce qu'il faut faire une pause. Et quand c'est le temps de vouloir comme briser cette pause-là, il est comme un peu trop tard. Parce qu'on a l'impression qu'on a viré de bord certaines personnes qui auraient pu revenir puis nous aider à se sentir mieux. Alors, voilà. Merci beaucoup. Hein? Oui, oui, merci pour le partage. Ça résonne avec la distance qu'on parlait, puis quand c'est pas le bon moment ou pas. Hein, et d'où l'importance de pouvoir le signifier. Là, je ne sais pas si c'est peut-être pas toujours possible. Des fois, est-ce qu'on peut aussi se permettre de revenir puis dire, tu sais, c'était pas le bon moment à l'époque, mais maintenant, ce serait le bon moment. Donc, ce serait de voir, est-ce qu'il y a de la possibilité de faire ça? Oui. Ouais. Merci. Oui. Merci. Alors, une question en ligne. Une personne dit qu'elle est plutôt extravertie et qu'elle va naturellement vers les autres pour faire des activités, mais les autres pensent que tout va bien. Alors, elle dit ne pas recevoir la consolation qu'elle aimerait bien recevoir à ce moment-là. Donc, comment leur expliquer qu'elle demande? Oui, merci. Bien, effectivement, hein, ça reviendrait à, déjà, je suis en contact avec mon besoin, j'aurais besoin d'être consolée, hein, et ça revient à, mais est-ce que je peux expliquer aux autres? Est-ce que je peux être capable peut-être de leur signifier? Peut-être que ça va être différent d'une personne à l'autre, peut-être que je vais avoir des amis avec qui je vais être plus confortable ou des gens avec qui je vais pouvoir leur demander plus spécifiquement ce qui me ferait du bien, mais idéalement, ce serait de le nommer, hein, pour rassurer les gens de la manière de consoler. Des fois, les gens, hein, c'est comme je disais, c'est ils ont peur d'être maladroits, ils ne savent pas si c'est ça que la personne a besoin, donc de ne pas oser, pas hésiter, là, oser le nommer, oser le demander. Donc, moi, c'est comme ça que je le verrais si on applique... Oui, et puis les gens nous disent souvent que quand ils se font demander un service, Oui. ou quand ils se font demander j'aurais besoin de toi ce soir, j'ai besoin que tu m'appelles ou que tu me parles, c'est comme un cadeau que l'endeuillé fait à l'autre même, de lui dire, écoute, ta présence me serait utile, me réconforterait. Et c'est vrai que des fois, ce sont les endeuillés qui doivent un peu guider. Oui, guider les proches. Hein, oui. Donc, que ce soit quelqu'un avec qui je vais aller faire une activité puis qui me ramène toujours à mon deuil, bien, je pourrais lui dire, bien, sais-tu, j'aimerais ça qu'on n'en parle pas. Mais j'ai envie de te voir, j'ai envie de faire des activités pour me changer les idées. Puis ça pourrait être l'inverse. Le proche pourrait penser, ah, ça va te faire du bien de te changer les idées, puis ils vont toujours vouloir amener le sujet ailleurs. Mais à ce moment-là, hein, ce serait à moi de le dire, bien, sais-tu, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on puisse en parler. J'aimerais ça qu'on puisse soit juste marcher ou juste être ensemble puis pouvoir qu'il y ait cet espace-là. Parce que nous sommes tellement tous différents. Oui. Il y a des personnes aussi qui préfèrent la solitude. Il y a des gens qui veulent être en relation, mais des fois, comme tu le disais si bien tantôt, Christine, en relation avec l'auteur qu'on est en train de lire, en relation avec les enfants dont on s'occupe, en relation, le principal étant d'être en relation à notre façon, de notre manière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très solitaires aussi et qui se disent, c'est pas ça mon besoin. Alors, on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde a besoin au départ de cette présence, consolation, mais nous sommes des êtres de relation et on s'aperçoit qu'éventuellement, c'est là que l'absence de l'autre fait tellement mal qu'on se dit, j'ai besoin de présence ancienne ou nouvelle, mais c'est souvent après avoir été éprouvé par le manque, l'absence, qu'on s'aperçoit qu'être en relation, ça nous aide beaucoup. On le voit dans les événements catastrophiques comme on a vu à Paris ou comme on a vu à New York lors de l'effondrement des buildings à cause des 2 avions qui étaient entrés dans les buildings. Il y a une entraide naturelle là, qui se fait. Alors, ce sont des étrangers, finalement, qui aident les personnes. Les gens allaient faire des sandwichs pour les pompiers, des trucs comme ça. Alors ça, c'est comme consoler celui qui console.
Et ça fait du bien, on le voit dans les événements catastrophiques, cette entraide est plus naturelle que quand on le vit de façon isolée. Hein? Oui, puis peut-être juste pour aller un petit peu plus loin, hein, c'est toujours la question de, d'où l'importance de la présence à soi, c'est d'être, à partir du moment où je suis en contact avec, j'aurais besoin d'être consolée plus, moins, différemment, bien, c'est déjà là. Hein, est-ce que je vais pouvoir mieux guider l'autre? Moi, je vais souvent dire ça dans mon bureau, bien, c'est éduquer les gens autour de vous, parce que les gens ne le savent peut-être qu'ils ont peur, mais il faut leur préciser. Quand on se sent prêt, ça se peut qu'on soit correct comme ça, puis qu'on n'a pas besoin de clarifier, mais quand il y a un besoin qui se fait sentir, comme dans la question, bien, des fois, le plus simple, c'est de commencer par le nommer. Oui. Oui. On va vous apporter le micro. Bonjour. Bonsoir. Avec les réseaux sociaux et Messenger, c'est très facile. Moi, ce que je fais, vers 9 h le matin, j'écris à des amis, « Est-ce que je peux te parler aujourd'hui? » Oui. Alors, ils fixent l'heure par vidéo à 3 h après-midi, « Est-ce que ça te va? » Ou bien ils me répondent tout de suite, ou bien ils m'ont dit « Je t'appellerai ce soir. » Fait qu'on le provoque. Oui. Mais souvent, eux autres, ils ne pensent pas, ils pensent qu'on est occupé, on est peiné. Mais quand ça vient de nous, jamais ils ont dit « Non, je ne veux pas te parler. » C'est beau, bien. merci, ça confirme ce oui, que tu disais, oui, Christine. oui. Oser demander, oser oui. proposer à l'autre. Oui. Merci. Oui, là-bas. Aviez-vous quelque chose tantôt? Vouliez-vous parler? Je vais prendre quelques commentaires en ligne. Alors, j'ai Lise qui dit très intéressant les images du pont de consolation et du tricot maille par maille, rang par rang, pour en venir à l'enveloppement. Très pertinent les piliers de la consolation, tant du côté de l'endeuillé que du côté de l'aidant. Merci, Christine. Plusieurs mentionnent aussi le désir de voir la liste des livres qui ont été mentionnés. Oui. Donc, et savoir aussi si le tout sera disponible via le site Infodeuil. Donc, c'est ça, la liste de livres en question. Oui, justement, je me disais que j'avais oublié de vous présenter les livres. Je peux prendre peut-être une petite minute. Là. Je vous avais déjà montré L'Antre des rebelles. Donc, c'est un très, très beau livre. On peut dire que ça s'adresse aux adolescents? Ça s'adresse à tout le monde, en Oui. fait. Hein. C'est un livre qui est un peu illustré. En fait, c'était l'enseignante de Laurent. Elle lui enseignait pendant qu'il était malade, atteint du cancer. Donc, donc elle a par la suite, elle-même été atteinte d'un cancer. Puis là, ça lui a fait réaliser comme, ce beau Laurent avec qui elle discutait de sa maladie, lui, quelle parole de sagesse il lui partageait. Donc, elle lui a rendu hommage en écrivant ce livre à son image. Donc, c'est un beau livre. Oui, on pourrait penser que ça s'adresse pour les enfants, mais je pense que tout le monde aurait intérêt aussi à lire parce que c'est un beau contact avec l'expérience de quelqu'un qui souffrait. Un classique quand même, c'est Christophe André, donc le livre Consolation. Le livre de Christophe André, Consolation, il y a 2 formats. Donc, il y a ce magnifique format qui est illustré avec des belles peintures. Justement, il nous ramène dans le contact avec l'art. Donc, il y a cette option-là. Mais il l'a aussi juste en livre, là, avec du texte, simplement. J'avais les livres de Joanne, « Quand l'épreuve devient vie ». Donc, je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot. Donc, lui, c'en est un. Sur la consolation, je vous ai parlé de Anne-Dauphine Julien. Donc, cette maman qui a perdu ses 2 petites filles. Donc, un magnifique livre. Elle nous parle d'une manière où c'est tellement clair. C'est touchant, c'est beau. Je recommande énormément. Et puis, bon, je vous avais parlé de la consolation de philosophie, donc de Boès. Il y avait ça. Puis, je pense, après les autres, c'est ça, vous pourrez venir me voir à la fin, là, mais c'était les essentiels. J'en ai amené un petit peu plus. Tu peux les mettre sur Infodeuil? Oui. Oui, je pourrais les mettre de toute façon en référence là, avec le texte, tout à fait. Oui, ça va être fait. Oui. Merci.
Mais c'est long être consolé. Ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps d'avoir un ressenti de réconfort. Oui, Hein? c'est long. Beaucoup de Ça temps. prend de la patience. Monsieur. Oui. Bonjour. J'aimerais savoir comment trouver la bonne personne pour vous consoler. Parce que des fois, vous allez parler à quelqu'un qui, lui, a besoin de se faire consoler. Oui. C'est une bonne question. Est-ce que... Il y a comme deux angles à cette question. Peut-être que cette même personne pourrait devenir la bonne personne. Peut-être qu'il faudrait que j'ose lui dire... on a parlé, j'ai réussi, on a parlé ensemble de tes souffrances, de ton deuil. Sais-tu, j'aimerais ça aussi te parler de ce que moi je vis de mon côté. Hein? Aurais-tu envie d'écouter ce que moi j'aurais à te dire? Peut-être qu'il y aurait moyen de l'aborder avec cette personne-là. Et peut-être que sinon, ben oui, il faudrait voir dans notre entourage. Hein, c'est qui cette personne? Est-ce qu'il y en a? Puis des fois, ça peut venir d'un étranger. Il ne faut pas penser que c'est nécessairement quelqu'un de notre famille, un proche. Hein, ça peut être quelqu'un qu'on croise dans la rue, on s'assoit au parc, puis soudainement, on entame la discussion parce qu'on va parler plus librement de nous, puis on va dire, ben oui, hein, j'ai vécu une perte. Donc, mais l'important, c'est, quand je parlais de la présence dans le ici, c'est le ici relationnel. Hein? Il y a une belle expression que Joanne me fait découvrir, qui est la maison relationnelle. Hein? De voir comme quoi, est-ce que dans une relation, je peux me sentir à la maison? Est-ce que je peux me sentir comme si je suis en sécurité puis que je suis dans un sanctuaire quand je suis avec cette personne-là? Comme si je peux me déposer quand je suis avec elle. Dans un monde idéal, c'est ça qu'on voudrait trouver. Puis j'ai envie de vous dire, ben s'il n'y a pas de ce genre de personnes autour de vous, malgré hein, vos efforts pour exprimer votre besoin, ben oui, peut-être que là, ça peut valoir la peine de se tourner vers des intervenants ou des groupes de deuil qui, eux, vont vraiment vous offrir ce type d'espace-là. Ça existe oui, il y a des groupes de deuil. Sinon, on peut aller consulter un psychologue, un psychothérapeute. Ouais. On essaie de donner quelques références sur InfoDeuil Oui, aussi parfois. oui, sur le site, dans les ressources. J'avais une autre question. C'est le sens de culpabilité lorsque la personne décède. Puis j'ai dit, j'ai pas pu l'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour s'enlever la culpabilité? Oui, la culpabilité, hein, c'est souvent présent, effectivement. Ben, c'est une émotion. Hein, c'est une émotion où c'est une forme de je m'en veux, je me sens coupable, donc j'ai causé du tort. Hein, donc, d'essayer de voir, est-ce que j'ai causé réellement du tort? Hein, donc, puis d'essayer d'apaiser. Donc, ça revient un petit peu à tolérer l'impuissance que je parlais tout à l'heure. Donc, d'essayer de réguler ça. Hein, donc, de voir que ben, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire, mais de aussi voir, hein, de revenir sur les choses que j'ai pu faire, les choses que j'ai pu travailler. Mais en même temps, c'est la culpabilité, c'est une émotion qui n'est pas facile, qui peut être longue. Qui est presque présente à chaque deuil. Oui. Vous savez, moi, je trouve que ce qui aide, c'est un jour, on se dit, je me sens coupable, mais je ne suis pas coupable. Vous voyez une différence? Hein? C'est comme, je me sens... En fait, il faut voir des fois le sentiment de culpabilité comme un baromètre où est-ce qu'on se questionne sur ai-je assez fait? Et puis on a l'impression qu'on n'a jamais assez fait. Ai-je assez donné? Vous savez, quand on se pose cette question-là, à travers la culpabilité, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'amour et on aurait voulu être encore meilleur. On aurait voulu être encore une meilleure personne. Et disons que ça part de bons sentiments et ça peut être inévitable pendant les premiers mois du deuil. Mais si ce sentiment persiste, on peut se faire beaucoup de tort et on est le seul ou la seule à être capable de se sortir de ce sentiment. C'est-à-dire, on se dit, ben, si je suis réaliste, j'ai vraiment donné ce que j'ai pu. N'oubliez pas que quand quelqu'un est mort, on a des données qu'on n'avait pas durant sa fin de vie.
Alors, si on l'a accompagné, on a vu certaines choses venir, mais on est toujours surpris de sa mort. Si on a perdu quelqu'un par une mort soudaine, ou est-ce qu'on a été totalement bouleversé par l'annonce, plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de se dire. Alors finalement, on se questionne sur comment est-ce que j'aurais pu être meilleur ce jour-là au moins, avant ce départ. Alors, on se questionne beaucoup et la bonne nouvelle, ça touche notre bonté. Mais il faut être bienveillant envers soi aussi pour se dire, voilà, je me sens aussi impuissant, je ne peux pas être totalement parfait. Et avec sa mort, maintenant, je connais des choses que je ne connaissais pas pendant que je l'accompagnais ou avant qu'elle meure ou qu'il meure. Alors, on est dur un peu pour soi. C'est un peu comme, on va voir un film et puis on ne connaît pas la fin. Mais quand on sort du film, on a là tout le film avec la fin. Et il y a des personnes qui ne connaissaient pas la fin de l'histoire de son proche très malade ou le proche qui a eu un grave accident. On ne connaissait pas ça avant. Alors, une fois qu'on a toutes les données, on est dur envers soi parce qu'on se dit, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu lui demander de prendre un deuxième café, elle ne serait pas partie si vite, et puis l'arbre ne serait pas tombé sur lui si je l'avais retenu, ou bien j'aurais dû être là le matin de sa mort si c'était une longue maladie. Je suis partie la seule fois que je pars, la personne meurt. Vous voyez, on n'a pas ces données-là pendant qu'on vit le pré-deuil. Et quand on vit le deuil, là, on a beaucoup d'informations sur ce qui est arrivé. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de « j'aurais voulu que le film se termine ou se déroule autrement ». Et c'est pour ça que la culpabilité, c'est complexe, c'est difficile. Mais comme Christine l'a si bien dit, ça demande, à un moment donné, de regarder à quel point on n'est pas si puissant que ça pour être totalement bon, totalement donnant, totalement généreux. On aura toujours quelque chose à se reprocher quand on a une introspection puis conscience. Ça ne se peut pas qu'on se reproche rien. Et justement, Joanne, quand on se reproche soi-même et qu'on est dans l'introspection, ça se peut aussi qu'on soit, justement, on rumine ça, on est de soi à soi. Hein, et c'est là où, quand on est dans ce genre d'impasse, ça peut être aidant. Le « avec » de la consolation, c'est d'avoir un espace avec qui je peux avoir quelqu'un, justement, pour explorer cette émotion. Comment je la comprends, comment je comprends la situation pour pouvoir aller dénouer l'émotion qui me dit qu'il y a quelque chose que j'ai compris d'une certaine manière. Hein, donc, des fois, quand il y a une impasse, c'est là où, je dirais, allons vers quelqu'un qui pourra nous aider, justement, à aller dénouer cette impasse. La troisième chose, c'est... vous l'avez mentionné, qu'on est tous différents, oui. Mais est-ce qu'il y en a des études si les femmes sont plus affectées par le deuil que les hommes, ou c'est pareil ou... Je ne pourrais pas parler des études, mais spontanément, ce que je dirais, c'est que c'est juste différent. C'est pas plus, pas moins, c'est juste que ça pourrait être différent. Mais de là à faire une différence au niveau des sexes, je ne suis pas certaine que vraiment des études par rapport à ça, mais ça revient vraiment au fait que on peut être introverti, extraverti, on se tourne plus vers les autres, moins vers les autres. Donc, c'est plus des différences individuelles. Que homme-femme. Que homme-femme, exactement. Je pense qu'il y a une question. Merci. Bien, là. J'ai un commentaire et une question de Madeleine qui dit « Merci Christine, je suis bénévole auprès de personnes en fin de vie et ta conférence et tes images vont beaucoup m'aider à créer le pont avec les personnes écoutées. » Et j'ai Joanne qui dit « Comment peut-on consoler nos enfants quand nous sommes soi-même, quand on est nous-mêmes en deuil? » C'est une belle question, hein? Avec les enfants,
En fait, je referais le même pont. Là, peut-être que quelqu'un pourra me corriger ou ajouter, mais est-ce que ça empêche d'appliquer le pont, être présent à comment ça me fait vivre ce que les émotions de mon enfant? Je vais partager sa détresse, puis de voir comment, ensemble, on va se consoler, de le ramener dans le ici, dans le maintenant. Hein, on sait qu'on peut avoir tendance dans la souffrance à sortir du maintenant, donc essayer de ramener, d'aménager des petits moments de répit, de réconfort, de sortir de ça, des allers-retours sur le pont. Moi, j'ai l'impression que ça s'applique tout autant avec les enfants, puis avec justement la présence silencieuse ou la présence par des gestes, mais dans la présence à l'autre. Je ne sais pas, Joanne, si tu rajouterais. Oui, puis je vous référerais, il y en a qui l'ont vu, peut-être le film documentaire. Oui, de jeunesse. Oui, il y a ça, mais oui, il y a Vide de toi, oui, où est-ce qu'on oui, voit oui. une jeune maman avec ses enfants autour de la table. Même les enfants sont assez petits. Et puis, elle les inclut dans sa peine. Hein? Et elle dit, maman a de la peine, on a eu de la peine. Elle ne cache pas, si vous voulez, son état. Puis après ça, elle sait aussi libérer sa peine en jouant avec les enfants. Beaucoup de personnes en deuil ont dit, heureusement, que les enfants sont là aussi pour m'apporter encore du côté de la vie, parce que sinon, je sombrerais. Ce soir, on a avec nous quelqu'un qui était dans le film, qui a été extraordinaire. Moi, je suis restée très touchée par votre témoignage parce que il est avec son fils. Je ne sais pas si vous voulez nous en parler, mais dans le film, vous en parlez de la perte de votre conjointe, puis votre fils est avec vous. Il a, je ne sais pas, il est un jeune ado. Oui, bonjour, mon nom c'est Martin. Oui, j'ai eu le privilège de jouer dans ce documentaire-là. Et j'étais avec mon garçon Anthony. Anthony a maintenant 21 ans. Lors du décès de sa maman, il avait 14 ans. Fait que c'est une belle âge pour fucker un ado. Mais aujourd'hui, il s'en tire bien. Et on parle beaucoup. Sa mère est toujours présente. Même à la maison, on a des petits signes aux fêtes et tout ça. C'est super important de garder la personne présente. Parce qu'on ne peut pas oublier une personne. Mon garçon, c'est sa mère, c'est super important. Puis moi, bien, je louange toujours sa mère, puis lui, il la louange toujours. Elle est là d'une façon différente. Puis, pour ce qui est de la consolation, c'est tellement important, la consolation. Moi, la manière que je l'ai vécue avec Anthony, puis je me faisais comme le petit guerrier. Je voulais protéger, moi, mon garçon. J'ai demandé de l'aide dès le départ. Je mentionnais comment que je voulais être traité. Donc, c'était ma façon de faire. Et on me disait, Martin, viens donc souper ce soir. Je ne le sais pas. Fait qu'autrement dit, le temps avait arrêté. Puis qu'est-ce que je demandais aux gens? S'il vous plaît, respectez-moi. Ce n'est pas à cause que je ne veux pas y aller. C'est à cause que je ne le sais pas au moment, à midi et quart, 1 heure, 2 heures. Même à 5 heures moins quart, j'appelais, j'y vais pas. Fait que pour les autres, c'était très, très, très difficile de comprendre ça, mais c'était rien à comprendre. Tu as juste à suivre la vague, puis c'est ma vague. T'sais, on a le droit d'exiger de qu'est-ce qu'on a de besoin dans ces moments-là. Puis si on n'est pas capable de le faire, mais c'est nous autres qui vont en partir. C'est tout simplement ça. Ça va être plus long. Je travaille encore sur moi-même. Anthony travaille sur lui aussi. Ça va faire 7 ans. Puis c'est comme si c'était hier. La consolation, les gens, les bonnes personnes vont rester. Il y a un ménage naturel qui se fait. Puis au bout de la ligne, tu n'es pas content qu'il ne soit plus là, mais ça ne te dérange pas. Parce que les bonnes personnes restent.
Merci beaucoup. C'est la première fois, moi, ce soir pour moi, puis je trouve ça super inspirant. Puis comme Christine, puis, tu sais, si on peut aider des gens à travers nos messages, mais tant mieux. Merci. Oui, il y a une main. Bonsoir. Ça va un peu dans le... C'est drôle, il y a une suite par rapport à ce qu'il vient de nous raconter. Là. Moi, quand mon père est décédé, j'avais comme 18 ans. Puis mon père était très connu publiquement. Puis quand on s'est retrouvés à l'église, tout ça, il y avait tellement de monde là, que moi, je me sentais comme envahie. Tu sais, les gens venaient. Puis je pense que quand j'entends ce qu'il disait, j'avais comme l'impression à ce moment-là, pourtant, j'étais super proche de mon père. C'était physique, tu sais, chimique. Là, on avait juste se regarder, il y avait une chimie. Là. Mais je regardais les gens qui étaient après moi, puis je me disais, je pense qu'à ce moment-là, je n'étais pas disponible. À l'intérieur de moi, là, j'étais ailleurs. Ma mère avait comme une montée de pression, puis on a failli la perdre le jour même. Fait que c'est ça, je me disais, j'ai pas le temps d'avoir de la peine. Là. Je viendrai plus tard, là, je m'occupe de ma mère, puis tout ça. Puis des années après, c'est drôle parce que j'étais allée étudier, faire de l'université, tout ça, dans le domaine de la santé aussi. Puis je me suis beaucoup occupée des gens. Je me suis occupée de leur peine aussi. Ça m'a aussi fait du bien. Et je me disais tantôt, je pense que la consolation, je ne sais pas si c'est une illusion quand ça vient de quelqu'un d'autre. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, que une vraie consolation, ça vient de où on est rendu avec nous-mêmes. Puis aujourd'hui, je regarde mon mari, son père, 93 ans, il était super autonome. Sa voiture, il y a eu un accident la semaine passée. Puis là, il commence à avoir des troubles un peu cognitifs. Puis on se questionne, est-ce que c'est le moment qu'il arrête de conduire, tout ça? Puis moi, j'ai eu beaucoup de conversations les derniers jours. Je suis allée avec lui. Puis c'est drôle parce que là, quand je parlais avec son père, j'ai dit, c'est fou, hein? Je viens de réaliser tout ce que mon père m'a donné pour la vie comme équipement. Puis que là, je réalise que mon deuil n'a peut-être jamais été fait, finalement. Puis tu sais, je pensais souvent à mon père, mais un deuil, là, de vraiment pleurer, de... Tu sais, aujourd'hui, il me manque, mais je me dis, on dirait, ce qui me manque, dans le fond, c'est les conversations adultes que j'ai jamais eues avec mon père. Fait que des fois, c'est long, hein? Puis des fois, il n'y a pas de temps. Puis ça ne veut pas dire que je ne pensais pas ou qu'il ne me manquait pas, mais c'est juste que le deuil n'est pas toujours défini comme on voudrait qu'il soit avec l'émotion au moment. Oui. Ça prend du temps. Oui. Oui, ça prend du temps. Oui. D'où l'importance d'être connecté à soi, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis d'être capable de le signifier ou de respecter moi-même mes besoins, ce qui ferait du bien à ce moment-ci. Ai-je bien compris? Vous avez dit il m'a laissé beaucoup d'équipements. Non, mais il m'a laissé dans le sens que il m'a beaucoup aimé. Oui. Il était beaucoup à me valoriser. Et le peu de temps que je l'ai eu, c'est comme s'il m'avait équipé à un niveau émotionnel pour le reste de ma vie. C'est super. Il m'a donné la force. Ça, on appelle ça l'héritage affectif. Ouais. Hein? Et puis là, vous êtes, comment dirais-je, porté peut-être par cet amour-là. Oui, je pense que j'ai toujours senti cette force-là qu'il m'a laissée quand il est parti. Merci. Ouais. Merci. Je pense qu'il y avait quelqu'un, je ne sais pas si... Oui. Oui. Les personnes qui aident les personnes endeuillées, on a besoin beaucoup d'aide actuellement. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est plus toute la communauté qui est là. Je veux dire, maintenant, oui, la spiritualité, c'est beau, mais on a des spiritualités maintenant qui ne sont pas nécessairement communes. Et il y a la fameuse COVID dont on a parlé tout à l'heure. Tu sais, c'est rendu qu'on a peur de prendre quelqu'un dans nos bras très souvent parce qu'on dit, est-ce que je vais lui donner la COVID en plus? Là, tu sais? Oui. Alors, je trouve que des rencontres comme on a ici ce soir, c'est très important, là, autant pour les personnes qui vivent un deuil, excusez-moi, que les personnes qui aident. Oui. Et moi, comme personne qui a vécu surtout l'aide là, dernièrement, bien, je trouve que je vous remercie beaucoup. Oh, bienvenue. Merci. Merci. Oui. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Merci. Je voudrais vous dire à quel point, d'abord, chaque fois que je viens ici depuis 2 ans,
vous faites découvrir, d'abord, vous faites en sorte qu'on s'occupe de notre peine, puis qu'on prend le temps de s'occuper de notre chagrin. Et c'est important parce que vous nous faites voir le deuil sous différents angles. Et l'angle de ce soir, pour moi, c'est intéressant parce que vous avez redonné les lettres de noblesse au mot consolation. Oui. Pour moi, consolation, en tout cas, quand ça vient, là, c'est comme prix de. Un prix de consolation. J'aime pas ça, ce mot-là. Ah, c'est bon. Mais merci. J'aime pas ce mot-là. C'est très bon. Oui. Et là, ce soir, vous avez fait en sorte que c'est devenu un beau mot pour soi puis pour les autres. Et vous avez permis de le mettre en lumière puis de le rendre plus beau. C'est très utile. Merci beaucoup. Ah, c'est magnifique, magnifique. Et vous savez, c'est beau ce que vous nous dites par rapport à une connotation comme un prix de consolation. Mais ce que vous avez compris ce soir, c'est que la consolation a du prix. Mais c'est de se familiariser avec des mots parfois qui nous sont un petit peu étrangers ou qui nous font vivre différentes émotions. Hein? Puis il y a des gens qui me disaient, moi, personne ne pourrait me consoler, je suis inconsolable. Et puis, c'est vrai qu'il y a une partie en nous qui est inconsolable. Et c'est pour ça que quand Christine nous explique comment prendre soin de soi le mieux possible, c'est comme si la partie inconsolable est aidée par la partie qui est consolée. Alors, quand on se console par différentes façons, il y a toujours une partie en nous qui est plus forte que l'autre à l'intérieur. Alors, c'est comme si la partie qui est inconsolable, parfois se laisse bercer par l'autre côté en nous qui est plus solide et qui vient à bout de nous consoler. Alors, c'est quelque chose à l'intérieur comme ça. Mais moi, je dirais faisons-lui un petit nid. Hein, cette partie inconsolable. Le nid intérieur. On va aller la laisser se déposer dans le petit nid, puis on va en prendre soin. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois, en fait, que je participe à ces réunions-là. Cependant, moi, mon épouse racontait il y a 2-3 minutes ce qu'elle a vécu par rapport à son père, son deuil qui n'était pas fait, tout ça. Et moi, c'est un peu drôle parce que, comme elle le disait tantôt, mon père a eu un petit accident d'auto la semaine dernière. Comme il a un bon sens de l'humour, j'oserais dire que le pare-choc de sa voiture a embrassé un poteau. Donc, c'est un petit peu... il n'a pas été blessé, il a juste été un peu secoué, mais c'est sûr que à 93 ans, il conduisait encore sa voiture, il avait quand même encore de bons réflexes, mais là, évidemment, lui se voit ralentir. Et là, on ne sait pas si c'est un début d'Alzheimer, on ne sait pas si c'est un début de maladie dégénérative ou si c'est vraiment un autre problème médical qui sera à l'origine de ça. Il aurait commis un vertige avant d'avoir l'accident, donc on ne sait pas encore. Sauf que ça me fait réfléchir beaucoup parce que lui vit un deuil de la personne qu'il était. Nous, on vit un deuil de la personne qu'on a connue qui était quand même relativement en forme jusqu'à il y a quelques semaines. Et c'est un homme qui est positif, donc c'est un homme qui se voit diminuer. Et ça, c'est d'autant plus difficile parce que c'est un homme aussi qui a été aidant naturel lui-même pour ses frères et sœurs qui sont décédés avant lui. Alors, il a fait quasiment 20 ans d'aide naturelle auprès de ma mère, qui est morte il y a 25 ans, puis d'une autre conjointe qu'il y a eu après ça, et de ses 4 frères et sœurs. Donc, il a vécu ces phases-là comme aidant, et là, j'ai l'impression de les vivre un peu à mon tour. Puis c'est une espèce comme un deuil anticipé. Il y a des jours, ça vient me chercher. Et là, en tout cas, on essaie parce qu'il faut dire qu'il y a quand même, il a un problème de notion temporo-spatiale actuellement. C'est-à-dire que des fois, il peut se penser l'après-midi alors qu'il est sur l'heure du dîner ou des trucs comme ça. Mais par contre, lorsqu'on discute avec lui, que ce soit de l'actualité ou que ce soit de ses souvenirs, il est tout là. Puis, il peut vous nommer des ministres. On parlait d'un dossier d'actualité la semaine dernière. Il pouvait vous nommer
des fois, à défaut de pouvoir le nommer, il était capable d'identifier quel ministre dont je parlais et tout ça. Il était capable de me dire, ah oui, il est grand, puis c'est un tel, puis là, je lui disais le nom après. Et donc, c'est assez particulier de vivre ça. Et j'ai l'impression en même temps peut-être parce que je n'étais pas là au décès de ma mère il y a 25 ans, le matin où elle est décédée, j'ai l'impression un peu d'accrocher le deuil de ma mère en même temps, qui n'était peut-être pas complètement fait. Par rapport aussi à des choses dans ma vie qui m'arrivent actuellement, où j'ai eu un diagnostic, pas de maladie grave, mais disons d'un autre type de maladie. Et en tout cas, ça vient refaire remonter des souvenirs de toutes sortes de choses. Et mon père m'a beaucoup aidé récemment avec des confidences qu'il m'a faites. Et là, c'est drôle de le voir comme ça un petit peu. Là. Je me sens... j'ai l'impression de faire un deuil intuitif, ou je ne sais pas quel est le nom que vous utilisez pour ça, mais c'est assez particulier comme expérience. Et moi, c'est ce que je voulais partager parce que je vais le vivre comme ça va venir, mais je veux autant que possible pas avoir de regrets lorsque mon père va partir. Puis si jamais il partait rapidement, en tout cas, j'aurais fait tout ce que je pouvais faire. Là. Oui. Ouais, voilà. Oui. En fait, merci. Vous avez raison. Hein. On parle de deuil. Dans certains cas, on va parler d'un deuil blanc. Hein. Quand c'est un deuil blanc, quand ça concerne des pertes cognitives, par exemple, c'est ce qu'on appelle un deuil blanc. Donc, on ne reconnaît plus tout à fait la personne ou on la voit. Hein, les pertes s'accumulent et donc on est en fait dans un deuil, mais la personne est encore vivante. Donc, on va appeler ça comme ça. Donc, vous faites face à des pertes. Et puis, vous savez, vous avez fait le lien avec la perte de votre mère. Hein, ce que je disais tout à l'heure, les blessures peuvent s'accumuler. Hein, et oui, effectivement, on ne se doute pas des fois que une blessure en cache une autre. Merci. Eh bien, oui. On continuerait comme ça encore peut-être longtemps. C'est extraordinaire, votre attention, votre écoute, vos partages. Ça a été merveilleux de prendre toutes ces questions puis vos commentaires. Et puis, Christine, je voudrais te remercier sincèrement. Ça a été un bonheur de t'entendre nous mettre sur la piste de la consolation. Et je pense que le mot va faire du chemin en nous. On va se retrouver à différents endroits sur le pont. On va avoir des images qui vont nous rester. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer tout ça puis de nous offrir en toute simplicité, mais avec beaucoup de ferveur et de connaissance autour de la consolation. Et beaucoup de clarté, merci. Et puis, elle nous promet, je pense, d'écrire un peu là-dessus, puis on l'aura sous forme des petits... Le petit dépliant, des petits dépliants, des pamphlets. Oui. Oui, et puis on aura ça plus tard. Alors, moi, je vous invite aussi à venir à notre colloque qui aura lieu le 20 octobre. Vous savez, on va avoir des invités extraordinaires. Vous allez sur infodeuil.ca et puis vous allez voir maintenant le programme au complet. Vous êtes les bienvenus. C'est un dimanche après-midi et ça promet encore cette année. Alors, il n'y a pas de rencontre ici en octobre, mais il y a une rencontre ici. D'ailleurs, c'est ici, mais dans une plus grande salle, le 20 octobre, de 1h l'après-midi jusqu'à 5h30. On va avoir Sophie Thibault, Marie Laberge, Louise Portal, qui va venir nous faire un beau clin d'œil. On va voir un film documentaire extraordinaire, je vous le dis, sur justement accompagner un parent quand il est dans toute la série de pertes et de renoncements. Alors, si vous pouvez venir, je crois que vous allez y trouver là beaucoup de réponses dans le sens réflexion en continu. Alors, grâce au repos Saint-François d'Assise, d'ailleurs, le directeur, M. Alain Chartier, est ici dans la salle, bien discret, là, mais c'est grâce à lui et à toute son équipe si nos soirées ont lieu et si ce colloque, sans frais, faut le faire, sans frais, avec une qualité de présentateur, vous attendent. Alors, soyez les bienvenus. La porte est ouverte, oui? Je ne sais pas si j'ai rêvé, mais l'invitation au colloque que j'ai reçue, il y avait les invités de l'année passée. Ah non, c'est pas le...
Oui, habituellement, on invite des nouveaux à chaque année. Mais il faut peut-être peser un petit peu plus sur le piton pour aller à 2024 plutôt que 2023. Oui, à refaire. Et puis, j'en profite aussi pour remercier les gens à la technique qui sont toujours présents et qui nous aident. Hein? On remercie aussi les personnes qui étaient en ligne avec nous. Votre présence, même si elle n'est pas dans la salle, on sent que vous êtes connectés avec nous aussi grâce à vos remarques et vos questions. Merci Pierre de les avoir accueillis. Et on aura ici en salle un invité le 4 novembre et aussi, je pense que c'est le 4 décembre ou le 2 décembre, le premier lundi du mois. Alors, c'est seulement qu'au mois d'octobre que c'est le colloque le 20. Alors, à très bientôt, rendez-vous bien. Merci d'être venus et puis revenez. C'est des surprises à chaque fois.